Cette scène vous est familière? Vous avez passé du temps, dépensé de l'énergie et même de l'argent pour acheter les meilleures bulbilles. Vous avez préparé votre planche avec amour, plantée dans les règles de l'art. Et au printemps, au lieu de voir apparaître de belles fanes vertes et l'espoir de récolter de grosses têtes, vous êtes accueillis par une véritable forêt de hampes florales. Tout ce travail, tous ces espoirs réduits à néant. C'est rageant. Après ça, beaucoup de jardiniers se découragent et se disent que la plantation d'oignons en hiver, c'est une sorte de magie noire réservée à quelques initiés. Mais que diriez-vous s'il n'y avait aucune magie là-dedans? Il n'y a que de la science et 20 détails cruciaux que 99% des jardiniers soit ignorent, soit exécutent mal. Dans cette vidéo, nous allons mener une enquête complète sur le phénomène de la montaison de l'oignon. Je ne vais pas seulement vous dire quoi faire, je vais vous expliquer en détail pourquoi ça fonctionne. Nous allons décortiquer chaque étape, du choix des bulbilles aux soins de printemps, avec une telle précision que votre oignon n'aura tout simplement aucune chance de monter en graines. Restez jusqu'à la fin, et je vous garantis que vous changerez définitivement votre approche de la plantation hivernale des oignons et que vous obtiendrez des récoltes gigantesques, année après année. Avant de commencer à construire notre plate-bande d'oignons idéal, nous devons entrer dans la tête de l'oignon et comprendre sa logique interne. Pourquoi décide-t-il, en premier lieu, de faire cette maudite hampe florale? Tout est une question de cycle de vie. L'oignon est une plante bisannuelle classique. Au cours de sa première année, à partir de la semence noire, il forme un petit bulbe, la fameuse bulbille que nous achetons. Le rôle de cette petite bulbille est d'accumuler les nutriments et de survivre à l'hiver. Mais l'année suivante, sa mission biologique principale est d'assurer sa descendance, c'est-à-dire de produire des graines. Et comme vous le savez, les graines se forment sur la tige florale, la hampe. Quel est le déclencheur pour l'oignon, le signal qui le fait passer à sa deuxième phase de vie? Ce signal est le processus de la vernalisation, une exposition prolongée à de faibles températures, positives comme négatives. Quand la bulbille plantée à l'automne survit à un hiver froid, son horloge interne se met en marche et lui dit « Parfait, l'hiver est passé, la première année de vie est derrière moi, il est temps de fleurir et de se multiplier. » Et au printemps, au lieu de se concentrer sur la formation du bulbe que nous voulons récolter, il jette toutes ses forces dans la formation d'une puissante hampe florale. Notre tâche principale en tant que jardinier est de tromper ce programme ancestral. Nous devons créer pour l'oignon des conditions hivernales lui permettant de s'enraciner et de survivre au froid, mais sans passer par la phase complète de vernalisation. Il ne doit pas comprendre qu'il est temps de fleurir. Nous devons le forcer à croire qu'il est toujours dans sa première année de développement. Et c'est précisément sur cette subtile tromperie de la nature que reposent toutes les règles de plantation hivernale réussies que nous allons maintenant aborder. Bien, attaquons l'aspect le plus fondamental, celui sur lequel la majorité absolue des jardiniers se cassent les dents, le calendrier de plantation. Beaucoup agissent basso par habitude ou suivent les conseils du voisin, plantant les bulbilles d'oignons en même temps que l'ail d'hiver, généralement fin septembre ou début octobre. Et c'est là l'erreur numéro 1, la plus fatale et pratiquement irréparable. Pourquoi une telle catastrophe? Analysons étape par étape ce qui se passe lorsqu'on plante un oignon dans un sol encore chaud en automne. En septembre, la terre conserve la chaleur estivale. À la profondeur de plantation, la température peut encore atteindre 10, voire 15 degrés. Pour la bulbille, ce sont les conditions idéales, non seulement pour l'enracinement, mais aussi pour une germination active. L'oignon, sentant la chaleur et l'humidité, développe rapidement des racines et commence à faire monter son feuillage vert. Après quelques semaines, vous voyez dans le potager de belles pousses vertes, de 5, 10, voire 15 cm de haut. Au premier abord,
on se dit que tout va bien, que l'oignon a bien pris. Mais c'est précisément là que se prépare la catastrophe future. Qu'arrive-t-il ensuite? Les premières gelées sérieuses arrivent, -5, -10 degrés. Le feuillage tendre et juteux, non adapté à de telles températures, meurt instantanément. Toute l'énergie que l'oignon a dépensée pour faire pousser ses feuilles est gaspillée. L'oignon lui-même subit un stress intense et s'affaiblit considérablement. Mais ce n'est pas tout. Après avoir survécu à ce choc, puis à tout l'hiver qui suit, la plante arrive au printemps et tire la seule conclusion juste d'un point de vue biologique. Les conditions sont extrêmes. Je risque de mourir. Je dois d'urgence assurer ma descendance. Elle lance alors le programme de floraison. Ainsi, planter trop tôt est le chemin direct vers la montée en graines à 100%. Retenez ceci comme un axiome. Notre objectif en automne est uniquement d'assurer la formation du système racinaire dans un sol frais. Aucune pousse verte ne doit être visible au-dessus du sol. L'oignon doit entrer en hiver en état de sommeil, mais avec des racines solidement ancrées au substrat. Cet état de dormance, et non de végétation active, est la garantie qu'au printemps, il continuera à développer son bulbe plutôt qu'une hampe florale. Oubliez donc le calendrier, oubliez les voisins. Votre seul véritable guide, c'est la météo à long terme et le thermomètre. Puisque nous avons convenu que la météo est notre meilleur indicateur, définissons ensemble les critères précis. Quelle est donc la température idéale pour ces plantations d'automne? Le standard d'or, établi par les agronomes, est clair. On plante lorsque la température moyenne journalière se maintient de façon stable à +5 degrés C et qu'elle est sur une pente descendante. Qu'entend-on par stable? Il ne s'agit pas d'un simple coup de froid isolé. C'est une période de 3 à 5 jours où le thermomètre affiche, de manière constante, de faibles températures positives, tant le jour que la nuit. De plus, il faut que les prévisions à long terme, 2 ou 3 semaines, confirment l'arrivée imminente de gelées nocturnes régulières. À ce stade, le sol, à une profondeur de 5 à 7 cm, aura refroidi jusqu'à environ +3 à +4 degrés. C'est le moment parfait. Pourquoi cette fourchette? Parce que, à ces températures, le système racinaire de l'oignon est encore capable de se développer, même si c'est lentement. En revanche, les processus de croissance responsables de l'apparition des fanes, le ver, sont, eux, presque totalement interrompus. Le bulbe dispose d'environ 2 à 3, voire 4 semaines maximum, avant que le sol ne gèle complètement à la profondeur de plantation. Ce laps de temps est suffisant pour lui permettre de former un bon paquet de racines blanches, de bien s'ancrer et de se préparer à l'hibernation sans que la masse verte ne commence à pousser. Nous excluons ainsi totalement le risque que les jeunes pousses gèlent et le stress qui en résulte pour la plante. Comment capter ce moment idéal selon les régions? En Russie centrale, par exemple dans la région de Moscou, ces conditions apparaissent généralement dans la dernière décade d'octobre, voire au début de novembre. Dans le sud, comme dans la région de Krasnodar, cela peut s'étendre jusqu'à fin novembre ou début décembre. En revanche, en Sibérie ou dans l'Oural, cette fenêtre peut s'ouvrir dès le début du mois d'octobre. Il est donc crucial de ne pas suivre aveuglément les calendriers trouvés sur Internet, mais plutôt d'observer attentivement la météo spécifique à votre localité. Prenez l'habitude de consulter les prévisions à long terme. Dès que vous constatez qu'en l'espace de 2 semaines, les températures d'un nocturne stables passant sous 0 et que la journée le mercure ne dépasse pas les +5 à +7 degrés, c'est votre signal. Il est temps de préparer vos bulbilles et de vous diriger vers le potager. N'ayez pas peur de planter par temps froid et maussade. Ce n'est peut-être pas agréable pour vous, mais c'est exactement ce dont votre oignon a besoin pour garantir une future récolte abondante. Abordons maintenant le deuxième facteur essentiel qui influence directement la montée en graines, le calibre du matériel de plantation. Ici,
une règle de prime abord paradoxale s'applique. Plus c'est petit, plus c'est fiable. Les jardiniers novices, lorsqu'ils se rendent au marché ou en jardinerie, choisissent instinctivement les bulbilles les plus grosses. La logique semble implacable. Un gros oignon donnera un gros bulbe. Mais dans le cas de la plantation d'automne, cette logique mène droit à l'échec total. Voyons pourquoi. Les gros calibres, mesurant 2-3 cm de diamètre ou plus, et souvent appelés sélection, ont accumulé une quantité massive de nutriments lors de leur première saison de croissance. Il s'agit par essence d'un bulbe adulte, physiologiquement mûr, complètement prêt à fleurir l'année suivante. Ces réserves d'énergie sont si importantes que le moindre stress, ou simplement le passage par la période de vernalisation hivernale, déclenchera presque à coup sûr son programme de reproduction. Même en respectant des dates de plantation idéales, le risque que ce gros calibre monte en graines est extrêmement élevé. Il ne fait qu'accomplir sa fonction naturelle. Retenez donc ceci. Le gros calibre est un excellent choix pour une plantation printanière si votre objectif est d'obtenir une récolte rapide de ciboule ou de verre. Mais il est absolument à proscrire pour une plantation hivernale visant à obtenir un gros bulbe de conservation. Notre choix doit se porter sur le plus petit calibre possible. Idéalement, leur diamètre ne devrait pas dépasser 1 cm. Ces mini-oignons sont souvent désignés par le terme de bulbilsnen. Dans ces minuscules bulbilles, les réserves nutritives sont minimales. Elles leur suffisent à peine pour s'enraciner et survivre à l'hiver. Elles n'ont tout simplement pas la force physique nécessaire pour former une tige florale. Leur programme pour l'année suivante est axé uniquement sur la survie et la croissance, c'est-à-dire le développement de la masse végétative, le feuillage et par conséquent le bulbe lui-même. Physiologiquement, elles ne sont pas prêtes pour la floraison. C'est pourquoi ce petit calibre est l'option la plus sûre et la plus fiable pour la plantation hivernale. Il pardonne même les légères erreurs de calendrier ou d'agronomie. Certes, manipuler ces petites choses est un peu plus délicat, elles ont tendance à glisser entre les doigts, mais croyez-moi, le résultat compensera largement ces petits désagréments. Avec les bons soins, ces bébés d'1 centimètre se transformeront en oignons marchands complets pesant 150-200 grammes, voire plus. Plongeons dans la classification des bulbilles d'oignons par taille pour que vous sachiez exactement quoi chercher sur les étals. En général, les producteurs et les vendeurs les divisent en plusieurs calibres. Le plus petit est souvent désigné comme le calibre 1, avec un diamètre de 8 à 14 mm. C'est notre candidat idéal pour la plantation d'automne ou plantation hivernale. Il ne montera pratiquement jamais en graines. La fraction suivante, c'est le calibre 2, dont la taille varie de 14 à 21 mm. Attention, on est déjà sur une option limite. Planter celui-ci en automne représente un risque certain. Si vous maîtrisez parfaitement les dates, et si vous utilisez une variété spécialement conçue pour l'hiver, vous pouvez tenter le coup. Mais pour les jardiniers débutants, je vous déconseille fortement de prendre ce risque. Mieux vaut garder ce calibre pour la plantation de printemps. C'est avec lui qu'on obtient les oignons de conservation les plus gros et les plus beaux. Le troisième calibre, de 21 à 24, voire 30 mm, est le gros calibre. Ce format, nous l'avons dit, est absolument à proscrire pour la plantation d'oignons destinés à la conservation en hiver. La probabilité qu'il monte en graines approche les 100%. Sa seule utilité est le forçage pour obtenir des fans, ou de la ciboule, que ce soit en plantation de printemps ou d'automne. Et enfin, le plus gros calibre, au-delà de 30 ou 40 mm, c'est ce qu'on appelle le bulbe mère ou porte-graines. Il est réservé uniquement à la production de semences d'oignons. Quelle conclusion tirer de tout ça? Lorsque vous allez en magasin, n'hésitez pas à demander spécifiquement le calibre le plus petit, c'est-à-dire le calibre 8-14. Si les bulbilles sont vendus en vrac et ne sont pas calibrés, prenez le temps de trier et de sélectionner à la main les plus petites.
c'est le meilleur investissement pour votre future récolte. Dadashita te tatete disant. Si. D'ailleurs, le petit calibre a un autre avantage. Il coûte généralement moins cher que les plus gros. De plus, 1 kg de ces petites bulbilles en contient beaucoup plus qu'1 kg de calibre moyen ou gros. Vous faites donc des économies tout en garantissant un meilleur résultat. Le troisième aspect crucial, c'est le bon choix de la variété. Bien sûr, si vous respectez les délais idéaux et que vous utilisez les plus petites bulbilles pour la plantation d'hiver, vous pouvez mettre en terre des variétés d'oignons habituelles destinées à la plantation de printemps, comme le Stuttgarter Riesen ou le Sturon. Elles donneront un bon rendement. Toutefois, si vous cherchez à maximiser vos chances de succès et à minimiser tous les risques, il est préférable d'opter pour des variétés et des hybrides spécialement adaptés à la culture hivernale. Qu'est-ce qui les distingue? Les sélectionneurs ont développé ces variétés spécifiquement pour qu'elles soient génétiquement résistantes à la montée en graines. Chez ces variétés, la réaction de vernalisation est pour ainsi dire retardée. Elles exigent une période de froid beaucoup plus longue ou plus profonde pour démarrer le processus de floraison. Dans les conditions d'un hiver moyen dans nos régions, ce seuil n'est souvent pas atteint. De plus, les variétés d'oignons d'hiver offrent une meilleure rusticité. Elles sont capables de tolérer des baisses de température allant jusqu'à moins 15 degrés au niveau du système racinaire, surtout sous une couverture de neige ou un bon paillage. Tandis que les variétés standards plafonnent généralement autour de moins 10 ou moins 12 degrés. Enfin, elles sont généralement plus précoces. La récolte de l'oignon d'hiver peut se faire dès fin juin ou début juillet, soit 2 à 3 semaines avant la récolte des oignons de printemps. Ceci vous permet de libérer la parcelle de culture pour un second semis de légumes verts ou de légumes primeurs. Quelle variété devez-vous rechercher? Le marché propose désormais un grand nombre d'excellentes options. Parmi les classiques, on trouve des variétés et des hybrides tels que Shakespeare, très rustiques, précoces, avec des bulbes bien ronds, le Radar, très productif, résistant aux maladies, il se conserve par ailleurs très bien, et le Senshu Yellow, une variété japonaise très appréciée qui forme de gros bulbes uniformes de couleur dorée. D'autres références comme Troy, Elan ou Keepwell ont également fait leurs preuves. Lors de l'achat de vos bulbilles, faites toujours attention aux descriptions sur l'emballage. Les producteurs sérieux mentionnent systématiquement si la variété est recommandée pour une plantation d'automne ou d'hiver. Pour les jardiniers débutants, opter pour une variété spécialisée est vraiment le chemin le plus simple et le plus sûr vers la réussite de la culture, maintenant que nous avons réglé les points essentiels, le calendrier, la taille et les variétés. Il est temps de préparer le chez-soi de nos oignons, le potager. Le succès de votre récolte dépend pour au moins la moitié du bon choix de l'emplacement et de la préparation du sol. La première et la plus cruciale des règles, l'oignon ne supporte absolument pas l'eau stagnante. Être noyé au printemps lui est bien plus fatal que n'importe quel gel hivernal. Dans une terre froide et saturée d'eau, les bulbes ne respirent plus, ils pourrissent et périssent. Par conséquent, l'emplacement idéal pour l'oignon d'hiver doit être le plus élevé, le plus ensoleillé et le mieux drainé de votre jardin. Dans l'idéal, optez pour une légère pente orientée au sud ou au sud-ouest, car c'est là que la neige fond en premier et que l'eau de dégel s'évacue rapidement. Si votre parcelle est plate, ou pire encore, située en cuvette, l'unique solution qui s'impose est d'aménager des planches de culture surélevées. Prenez le temps de faire une butte de 20 à 30 cm de haut par rapport au niveau du sol. Cela vous garantit à 100% que les racines de vos oignons ne se retrouveront pas dans la gadoue glacée du dégel printanier. Pour les bordures, utilisez des planches, de l'ardoise ou tout autre matériau disponible. Vous remplirez ensuite cette butte d'un mélange de terre du potager, de compost et de sable. La deuxième exigence majeure concerne la texture du sol.
L'oignon préfère les terres légères, meubles et aérées, idéalement des limons ou des terres sablonneuses. Dans les sols lourds et argileux, sa croissance est médiocre et les bulbes restent petits et déformés. Si c'est votre cas, vous devez impérativement améliorer la terre en y incorporant, lors du bêchage, une bonne quantité de sable, de tourbe, de compost bien décomposé ou de fumier mûr. Cela rendra la structure du sol plus friable et poreuse. Et enfin, troisième condition, et non des moindres, l'acidité du sol. L'oignon apprécie une réaction neutre à légèrement alcaline, avec un pH idéalement situé entre 6,5 et 7,5. Dans un sol trop acide, il assimile mal les nutriments, est plus sensible aux maladies et produit un maigre rendement. Si votre terre est acide, le chaulage est indispensable. À l'automne, au moment du travail du sol, vous pouvez épandre de la dolomie, de la chaux éteinte ou de la cendre de bois. La cendre, d'ailleurs, n'est pas seulement un excellent correcteur d'acidité, c'est aussi une source précieuse de potassium et de phosphore, des éléments essentiels pour garantir une bonne hibernation à votre oignon. Attardons-nous plus en détail sur la nutrition, c'est-à-dire les apports en engrais nécessaires lors de la préparation automnale du potager. Une règle fondamentale s'applique ici. À l'automne, nous privilégions le phosphore et le potassium et nous réservons l'azote pour le printemps. Pourquoi ce choix? Le phosphore est essentiel au développement d'un système racinaire puissant. Un bon enracinement permet à l'oignon de bien hiverner et de démarrer sa croissance rapidement au printemps. Quant au potassium, il améliore la rusticité générale des plantes, rendant leur tissu plus dense et résistant aux basses températures. Cependant, l'azote est absolument contre-indiqué pour l'oignon en automne. Les engrais azotés stimulent la croissance du feuillage des fanes. Or, nous l'avons vu, l'apparition de pousses en automne mène directement au gel et, par la suite, à la montaison, c'est-à-dire la formation précoce de la tige florale. Il faut donc bannir l'apport de tout engrais organique frais, comme le fumier ou la fiente de poule, avant la plantation automnale des oignons, car ils sont trop riches en azote facilement disponible. Il est préférable d'utiliser du compost bien mûr ou du terreau riche, où l'azote est sous une forme moins active. On les intègre à raison d'environ un demi-seau par mètre carré de culture. Concernant les engrais minéraux, l'option idéale pour l'automne est le superphosphate, 30 à 40 grammes par mètre carré, et le sulfate de potassium, 15 à 20 grammes par mètre carré. Vous pouvez aussi opter pour des engrais complexes spécifiques, portant la mention « automne », dans lesquels la teneur en azote est minime, tandis que celles en phosphore et potassium sont accrues. Et bien sûr, n'oublions pas la cendre de bois. C'est un engrais naturel unique contenant du potassium, du phosphore, du calcium et une trentaine d'oligo-éléments sous une forme facilement assimilable. La cendre peut être incorporée généreusement, jusqu'à 1 à 2 verres par mètre carré. Tous les engrais doivent être intégrés lors du bêchage du sol. Cette opération doit être effectuée à l'avance, idéalement 2 à 3 semaines avant la date de plantation prévue. Ceci est crucial pour que la terre ait le temps de se tasser, évitant ainsi que les bulbilles ne se retrouvent plantées trop profondément après la mise en terre. Après avoir bêché, il faut soigneusement niveler la parcelle à l'aide d'un râteau en cassant toutes les mottes. La surface doit être parfaitement plane. La préparation du matériel de plantation est une étape qui soulève beaucoup de débats. Doit-on faire tremper les bulbilles d'oignons avant la plantation hivernale? Faut-il les chauffer ou les couper? Commençons par le trempage. Au printemps, on fait souvent tremper les bulbilles dans l'eau, des stimulateurs de croissance ou des solutions désinfectantes. Le but est de réveiller l'oignon et d'accélérer l'apparition des racines et des pousses, mais pour la plantation d'automne, nos objectifs sont diamétralement opposés. Nous ne voulons surtout pas stimuler une croissance rapide. Au contraire, nous voulons que l'oignon s'enracine lentement dans une terre fraîche.
L'excès d'humidité dans le bulbe avant les gelées peut même être nuisible, augmentant le risque de gel et de pourriture. La règle générale est donc ne jamais faire tremper les bulbilles destinées à la plantation d'automne. On les plante sèches. La seule exception est le traitement avec des fongicides pour prévenir les maladies fongiques, notamment la pourriture basale. Mais même là, il est préférable d'opter pour un traitement à sec. Il suffit de poudrer les bulbilles avec un fongicide en poudre, par exemple à base de thyrame, ou simplement de les mélanger dans un sac avec un peu de cendre de bois qui possède également des propriétés antiseptiques. Deuxième question, le chauffage. Cette technique, qui consiste à chauffer les bulbilles à environ 40 degrés Celsius pendant 8 heures, est efficace pour prévenir la montaison lors de la plantation printanière. Elle détruit les germes de tiges florales. Mais pour la plantation d'automne, elle n'a aucun sens. Nous choisissons d'emblée la fraction qui ne monte pas en graines, et la principale cause de la montaison n'est pas la conservation, mais la vernalisation dans le sol. Enfin, le conseil le plus barbare et le plus néfaste que l'on puisse encore trouver, la coupe du collet des bulbilles. C'est censé accélérer la germination. Ne le faites jamais, en aucun cas, pour une plantation hivernale. En coupant le collet sec, vous créez une plaie ouverte, une porte d'entrée pour les champignons pathogènes et les bactéries du sol. L'humidité s'infiltrera par cette coupure, ce qui entraînera inévitablement la pourriture. En résumé, toute la préparation des bulbilles pour la plantation d'automne se résume à 3 gestes simples. Le calibrage, c'est-à-dire choisir des bulbilles de moins d'1 centimètre, le tri, qui consiste à enlever les spécimens mous, endommagés, germés ou malades, et si vous le souhaitez, un poudrage à sec avec de la cendre ou un fongicide. C'est largement suffisant. Parfait. Le lit de culture est prêt, les bulbilles sont calibrées, et la météo nous confirme que c'est le moment idéal pour planter. Passons maintenant à la phase cruciale, la plantation elle-même. Ici, les paramètres clés sont la profondeur et l'espacement des oignons. Commençons par la profondeur. C'est elle qui détermine la qualité de l'hivernage de vos oignons. Si vous plantez trop superficiellement, la base du bulbe sera exposée à la zone de gel. Le cycle alterné du froid et du dégel risque de le faire remonter à la surface. Dans ce cas, le bulbe gèlera ou séchera. À l'inverse, si vous l'enfoncez trop profondément, le germe aura énormément de mal à percer la couche épaisse et froide de la terre au printemps. Cela ralentira son développement et le bulbe risque d'être petit et déformé. Il existe une règle simple et fiable, facile à mémoriser, la règle des 3 bulbes. La profondeur de plantation doit être égale à 3 fois la hauteur du bulbe, en partant de sa base jusqu'à la surface du sol. Étant donné que nous utilisons de très petits bulbillons, dont la hauteur est d'environ 1,5 à 2 cm, la profondeur de plantation optimale se situera entre 4 et 6 cm. Attention, il s'agit de la couche de terre qui se trouvera au-dessus de la pointe du bulbe planté. La rigole elle-même devra donc être un peu plus profonde, environ 6 à 8 cm. Pour plus de facilité, on trace des sillons longitudinaux à la profondeur requise à l'aide d'une binette ou d'une serfouette. Le fond de ces sillons peut être légèrement saupoudré de sable fin ou de cendre. Cela crée un drainage supplémentaire et protège la base du bulbe contre le contact direct avec la terre compacte, évitant ainsi le pourrissement. Disposez les bulbillons dans les sillons, strictement la base vers le bas. Évitez de les enfoncer de force pour ne pas endommager les futures racines. De potitrun. Une fois les bulbillons en place, recouvrez délicatement les sillons avec de la terre meuble et tassez légèrement la surface avec le dos du râteau. Point très important. Il n'est pas nécessaire d'arroser votre planche de culture après une plantation d'automne. Le sol contient généralement assez d'humidité pour l'enracinement à cette période. Un arrosage excessif pourrait provoquer une croissance prématurée ou, pire, entraîner la pourriture des bulbes dès l'arrivée des gelées. Voilà.
À cette étape, vos travaux de plantation sont terminés. Abordons maintenant la question du schéma de plantation, c'est-à-dire l'espacement entre les bulbes. Beaucoup de jardiniers, pour essayer de gagner de la place, plantent leurs rognons beaucoup trop serrés. Or, cette densité excessive entraîne de fâcheuses conséquences. Les plants entrent en concurrence pour la lumière, l'humidité et les nutriments. De plus, les plantations trop denses souffrent d'une mauvaise circulation de l'air, ce qui crée un environnement propice au développement de maladies fongiques comme le mildiou. En conséquence, les bulbes restent petits et une partie importante de la récolte peut être perdue à cause de ces maladies. Pour éviter cela, il est crucial de respecter un espacement optimal. La méthode de plantation classique pour l'oignon d'hiver est la suivante. Laissez 8 à 10 cm entre les bulbes sur le rang et 20 à 25 cm entre les rangs. L'interrang. Ce schéma garantit à chaque plant une surface de nutrition suffisante pour former un gros bulbe. Les rangs plus espacés assurent, premièrement, une excellente aération des plants. Deuxièmement, il facilite grandement l'entretien du potager au printemps et en été. Désherbage, binage et apport de nutriments. Vous pourrez ainsi travailler aisément avec une houe ou un sarcloir sans craindre d'abîmer les oignons voisins. Il existe une autre méthode, légèrement plus dense, appelée plantation en ligne jumelée ou 7 en bande. Cette technique consiste à faire 2 rangs rapprochés, espacés de 10 à 15 cm l'un de l'autre, puis à laisser un grand espacement, une allée, de 40 à 50 cm, avant de refaire 2 autres rangs rapprochés. Sur les rangs eux-mêmes, les bulbes sont toujours espacés de 8 à 10 cm. Cette méthode permet une utilisation plus rationnelle de la surface du lit de culture et reste également facile à entretenir. Quelle que soit la méthode choisie, le plus important est de ne pas être avare d'espace. N'oubliez pas que chaque petit plant que vous mettez en terre doit se transformer, d'ici le milieu de l'été, en un bulbe de 7 à 10 cm de diamètre. Il lui faut donc de la place pour cela. Planter trop serré est une fausse économie qui mène systématiquement à une baisse du poids total de la récolte et à une détérioration de la qualité des bulbes. Les oignons sont plantés, la parcelle est bien préparée. On pourrait croire que c'est le moment de se reposer jusqu'au printemps. Mais il reste une technique de jardinage essentielle pour que vos oignons passent l'hiver sans encombre, le paillage. Le paillis est en quelque sorte la couverture hivernale de votre potager. Quelles sont ses fonctions? Premièrement, il protège le sol du gel en profondeur, surtout lors des hivers rigoureux et sans neige. Sous une couche de paillis, la température du sol reste toujours supérieure de quelques degrés à celle de la surface non couverte. Cela crée des conditions plus confortables pour les bulbes qui hibernent. Deuxièmement, le paillage atténue les variations brutales de température. Il empêche le sol de dégeler rapidement pendant les redoux hivernaux, puis de geler tout aussi vite lorsque le froid revient. Cette régulation thermique prévient les dommages au système racinaire et empêche les bulbes de remonter à la surface, un phénomène qu'on appelle le déchaussement. Troisièmement, au printemps, le paillis aide à conserver l'humidité et maintient le sol aéré, évitant la formation d'une croûte dure. Cela offre d'excellentes conditions de départ pour la croissance des oignons. Cependant, le paillage comporte une nuance cruciale, le timing. Il ne faut absolument pas recouvrir la parcelle immédiatement après la plantation. Si vous faites cela lorsque la terre est encore chaude, le paillis va créer un effet de serre. Les bulbes risquent alors de s'étouffer et de pourrir. De plus, les souris adorent s'installer dans un paillis chaud et meublent pour y faire leur nid. Elles se feront un plaisir de dévorer tout votre matériel de plantation. La règle d'or du paillage est la suivante. Il faut couvrir la parcelle uniquement lorsque des gelées stables, même légères, se sont installées et que la couche supérieure du sol a gelé sur 1 ou 2 cm. À ce moment-là, les souris auront trouvé d'autres quartiers d'hiver et les bulbes seront en état de dormance complète.
Attendez que la terre soit bien prise par le gel, et seulement à ce moment-là, commencez le paillage. Alors, quel est le meilleur paillis pour protéger vos oignons d'hiver? Le choix des matériaux est assez vaste, mais il faut garder en tête que chacun a ses forces et ses faiblesses. Le paillis parfait doit être avant tout meuble, bien aéré et surtout sec. Surtout, il ne doit pas se compacter ou se transformer en une couche de glace. Passons en revue les options les plus populaires. Numéro 1. Les feuilles mortes et sèches. C'est un matériau gratuit et facile à trouver. L'idéal est d'utiliser des feuilles d'arbres qui ne sont pas sensibles aux maladies communes aux cultures potagères, comme le bouleau, l'érable ou le tilleul. Évitez par contre les feuilles d'arbres fruitiers, car elles sont souvent porteuses de spores qui hivernent. La couche de feuilles doit être épaisse, au moins 10 à 15 cm, car elle a tendance à se tasser avec le temps. Pour éviter qu'elles ne s'envolent, vous pouvez les stabiliser avec des branchages de sapin, ce qu'on appelle aussi le petit bois. Un deuxième excellent choix, la paille ou le foin. Ces matériaux forment une couche très meuble et particulièrement respirante, offrant une excellente protection contre le froid. Ici aussi, la couche doit être généreuse, environ 15 à 20 cm. Le seul bémol avec la paille ou le foin, c'est qu'ils peuvent contenir des semences de mauvaises herbes qui risquent de germer au printemps. La troisième solution, la litière de conifères ou les branches de sapin. C'est souvent considéré comme l'un des meilleurs paillis. Il ne se tasse pas, permet une excellente circulation de l'air, et les phytoncides présents dans les aiguilles repoussent les rongeurs et limitent le développement des agents pathogènes. De plus, les branchages retiennent parfaitement la neige, offrant ainsi une isolation supplémentaire. En quatrième position, la tourbe ou la sciure bien compostée. Ces matériaux doivent être répandus sur une couche de 5 à 7 cm. Ils assurent une bonne isolation, mais attention, ils peuvent augmenter l'acidité du sol, surtout la tourbe. Il est donc préférable de les réserver au sol neutre ou légèrement alcalin. Attention! Il est fortement déconseillé d'utiliser de la sciure fraîche pour le paillage, car elle épuise l'azote du sol ainsi que les films plastiques ou le polyéthylène, sous lesquels les oignons risquent de pourrir ou de s'étouffer. Au printemps, dès que la neige aura disparu et que la terre commencera à dégeler, il faudra retirer le paillis avec précaution. Cela permettra au sol de se réchauffer plus rapidement et aux oignons de reprendre leur croissance sans tarder. L'hiver est enfin terminé. Le printemps tant attendu pointe le bout de son nez, marquant le début d'une nouvelle série de travaux pour le jardinier. L'entretien des oignons d'hiver au printemps est simple, mais nécessite quelques gestes cruciaux effectués au moment opportun. La première étape, et la plus essentielle, est de retirer la couverture de paillage hivernal. Il ne faut absolument pas traîner. Dès la fonte totale du manteau neigeux et une fois que la menace des fortes gelées tardives est écartée, attention, les petites gelées nocturnes, jusqu'à 3 ou 4 degrés C, n'affectent pas l'oignon. Le paillis doit être délicatement ratissé des planches vers les interlignes. Si l'on ne procède pas ainsi, la couche épaisse de paillage entravera le réchauffement du sol, retardera la reprise de la végétation, et pire encore, par temps humide, elle pourrait provoquer la pourriture des bulbes. En retirant cette couverture, vous permettez à la lumière du soleil et à la chaleur d'atteindre la terre. La deuxième action indispensable est le premier travail superficiel du sol au printemps. Après la neige, la terre est généralement tassée et forme une croûte qui empêche l'air d'atteindre les racines. Dès que le sol a séché légèrement et qu'il ne colle plus aux outils, il est essentiel d'aérer délicatement les interlignes sur une profondeur de 3 à 5 cm. Faites-le avec la plus grande prudence afin de ne pas abîmer les jeunes pousses ni le système racinaire encore fragile. Ce travail du sol ne fait pas qu'améliorer l'aération, il aide également à préserver l'humidité de la terre et permet d'éliminer les premières mauvaises herbes qui pointent le nez. Par la suite,
Ce binage des interlignes devra être effectué régulièrement après chaque arrosage ou forte pluie afin d'empêcher la formation de la croûte de surface. L'oignon apprécie énormément les sols respirants. C'est l'une des clés pour obtenir des bulbes de belle taille. L'étape cruciale suivante des soins de printemps est la fertilisation. Nos plantes, après avoir passé l'hiver, ont besoin d'un excellent apport de nutriments pour démarrer en force, et cela passe avant tout par l'azote. L'azote est le moteur de la croissance de la masse verte, c'est-à-dire du feuillage. Plus l'appareil foliaire de l'oignon sera développé et vigoureux, plus le bulbe final sera gros. En effet, c'est dans les feuilles que se déroule la photosynthèse et l'accumulation des réserves. Le premier apport se fait environ 2 à 3 semaines après la fonte des neiges, lorsque les feuilles de l'oignon atteignent une hauteur de 10 à 15 cm. Comme source d'azote, vous pouvez utiliser des engrais minéraux ou organiques. Côté minéral, le nitrate d'ammonium ou l'urée, aussi appelé carbamide, sont d'excellents choix. Préparez la solution en diluant 1 cuillère à soupe, soit 15 à 20 grammes, pour 10 litres d'eau. Arrosez les oignons avec cette solution directement au pied, en veillant à ne pas mouiller le feuillage, à raison d'environ 3 à 4 litres par mètre carré. Si vous êtes adepte du bio, le purin de bouse de vache, une partie pour 10 parties d'eau, ou le purin de fiente de volaille, une partie pour 15 à 20 parties d'eau, seront parfaits. Ces purins doivent être macérés pendant plusieurs jours. Lors de l'application, arrosez-en les sillons, entre les rangs. Un second apport peut être nécessaire 2 ou 3 semaines plus tard si vous constatez que l'oignon se développe mal ou que son feuillage est trop pâle. Dans ce cas, optez pour un engrais complexe qui apporte non seulement de l'azote, mais aussi du phosphore et du potassium. Il est crucial de se souvenir que l'azote ne doit être apporté que pendant la première moitié de la croissance, idéalement jusqu'à début juin. Plus tard, au moment où le bulbe commence à se former activement, un excès d'azote est contre-productif. Il retardera la maturation et réduira la capacité de conservation des oignons. À cette période, la plante aura surtout besoin de potassium et de phosphore, et c'est là que la cendre de bois nous sera d'une grande aide. Gérer l'arrosage des oignons d'hiver, ou ceux plantés à l'automne, demande une approche réfléchie. Au printemps, juste après la fonte des neiges, le sol est généralement gorgé d'eau. Il ne faut donc surtout pas se précipiter pour arroser. Le premier arrosage n'est habituellement nécessaire qu'à partir de mai, une fois que la terre a séché sur quelques centimètres de profondeur. Le principal indicateur reste l'état du sol et des plants eux-mêmes. Si les fanes de l'oignon sont fermes, d'un vert éclatant et juteux, cela signifie que la plante a suffisamment d'humidité. En revanche, si la pointe des feuilles commence à jaunir ou à sécher, et que ce n'est pas dû à une maladie ou à une carence nutritive, et que la terre est sèche, il est temps de procéder à l'arrosage. C'est pendant la période de croissance active du feuillage et le début de la formation du bulbe, c'est-à-dire en mai et en juin, que l'oignon a le plus grand besoin d'eau. Durant cette phase, l'arrosage doit être régulier, environ tous les 7 à 10 jours, en fonction de la météo. Il faut que les apports d'eau soient copieux, suffisamment pour mouiller la terre sur au moins 15 à 20 cm de profondeur, là où se trouve la majorité du système racinaire. Un arrosage superficiel et trop fréquent fait plus de mal que de bien, car il encourage le développement d'un système racinaire de surface qui n'atteint pas la zone principale d'absorption. Il est préférable d'arroser l'oignon en début de matinée, au pied, en veillant à ce que l'eau atteigne le moins possible le feuillage. Cette pratique réduit considérablement le risque de maladies fongiques. Environ 3 à 4 semaines avant la récolte prévue, lorsque le bulbe a atteint sa taille maximale et que les feuilles commencent à se coucher, il est impératif d'arrêter complètement l'arrosage. C'est ce qu'on appelle la phase de séchage ou de maturation. Elle est cruciale pour que le bulbe mûrisse bien, forme des tuniques denses et sèches et se prépare à un stockage prolongé. Si l'on continue d'arroser l'oignon jusqu'à la récolte,
son col restera épais et juteux. Cela permet aux agents pathogènes de la pourriture de pénétrer facilement pendant la conservation. Malgré tous nos efforts, il arrive que la nature reprenne ses droits ou qu'une petite erreur de culture nous échappe. Et un beau jour, en faisant le tour du potager, vous la remarquez, la flèche. Ce pédoncule floral, bien rond et ferme, qui surgit du centre de la rosette de feuilles. Que faire face à cela? Surtout, ne paniquez pas et ne vous découragez pas, et surtout, ne laissez pas cette flèche s'épanouir. Plus ce faux ami reste sur la plante, plus il draine les nutriments essentiels destinés à la formation du bulbe. Il faut donc agir sans délai. Dès que vous détectez la montée, vous devez l'éliminer. Mais attention, la méthode est cruciale. Se contenter de cueillir l'extrémité n'était qu'une demi-mesure. Vous devez vous efforcer de la retirer le plus bas possible, à sa base même, là où elle émerge du collet du bulbe. La technique la plus efficace consiste à écarter délicatement les feuilles et à casser la hampe florale au niveau de la racine. Il est parfois nécessaire de pratiquer une légère incision au niveau du collet. Plus vous intervenez tôt, lorsque la flèche est encore tendre et qu'elle n'a pas eu le temps de se lignifier, mieux ce sera. Attention, la flèche retirée n'est pas bonne à jeter. Tant qu'elle est jeune, c'est-à-dire avant l'apparition du bouton, elle est juteuse, très tendre, et son goût rappelle celui de l'ail. Hachée finement, vous pouvez l'incorporer dans une salade, une omelette, une soupe, ou simplement la faire revenir dans du beurre. C'est un excellent mets. Il est essentiel de comprendre ceci. Une plante qui a fleuri ne formera jamais plus un bulbe complet, volumineux et, surtout, de bonne conservation. Le processus de reproduction est irréversiblement enclenché. Même après avoir coupé la hampe florale, un cœur dur reste à l'intérieur du bulbe. Ce bulbe se conservera mal, ayant tendance à pourrir prématurément de l'intérieur. Il faut donc absolument marquer tous les bulbes qui ont produit une flèche, par exemple en plantant un tuteur à côté, et les consommer en priorité pendant la saison estivale. Tenter de les stocker pour l'hiver est tout simplement futile. Attardons-nous maintenant sur un autre danger qui guette l'oignon d'hiver: les maladies et les ravageurs. Une bonne agrotechnique réduit certes considérablement les risques, mais il faut toujours être prêt à toute éventualité. L'une des maladies les plus courantes est le mildiou de l'oignon, ou faux mildiou. Il se manifeste par un duvet gris violacé sur les feuilles qui finissent par jaunir et se dessécher. Cette maladie se développe rapidement par temps humide et frais. Pour la prévention, il est essentiel de ne pas trop serrer les plantations et d'assurer une bonne circulation de l'air. Au premier signe, vous pouvez traiter avec des fongicides à base de cuivre, comme la bouillie bordelaise, ou opter pour des biofongicides. Autre désagrément: la rouille de l'oignon, reconnaissable à ses pustules orangées sur les tiges. Les mesures de contrôle sont similaires: respect de la rotation des cultures et application de fongicides. Côté ravageur, la mouche de l'oignon représente le plus grand danger. Ces larves pénètrent par le plateau de la bulbe et la dévorent de l'intérieur. Le signe classique d'une infestation est le flétrissement et le jaunissement de la feuille centrale. La prévention est cruciale contre la mouche de l'oignon. Un labour profond à l'automne, une rotation des cultures strictes, ne jamais planter de l'oignon après de l'oignon, et l'association culturale avec la carotte, dont l'odeur repousse la mouche. Il est également possible de saupoudrer les interlignes d'un mélange de cendres de bois et de poussière de tabac. Un autre parasite est le charançon de l'oignon, qui creuse des galeries longitudinales dans les feuilles. Les insecticides sont efficaces pour le combattre. Il est essentiel de rappeler que tout traitement chimique doit être interrompu au moins 20 à 30 jours avant la récolte. L'utilisation de biopréparations et de remèdes traditionnels, comme les infusions de tabac, d'absinthe ou de chélidoine, reste une alternative beaucoup plus sûre, surtout si vous cultivez les oignons pour la consommation estivale des tiges vertes. Parlons de la rotation des cultures, la véritable clé de voûte d'un potager en pleine santé.
Ne plantez jamais d'oignons au même endroit plusieurs années de suite. De même, évitez de les planter après d'autres cultures de la famille des alliums, comme l'ail, les poireaux ou les échalotes. Pourquoi cette règle est-elle essentielle? Premièrement, la monoculture entraîne l'accumulation de maladies et de ravageurs spécifiques à l'oignon dans le sol. Leur population augmente chaque année, rendant la lutte de plus en plus ardue. Deuxièmement, l'oignon puise un ensemble spécifique de nutriments dans la terre. Une culture permanente au même endroit mène à un épuisement ciblé et à un déséquilibre du sol. Vous ne devriez ramener l'oignon sur la même parcelle qu'après une pause d'au moins 3 à 4 ans. Mais alors, quelles sont les meilleures cultures précédentes pour l'oignon? Idéalement, plantez-le après des cultures qui ont bénéficié d'un apport important de matière organique. On parle ici des concombres, des courgettes, des potirons, des choux et des pommes de terre. Les légumineuses, pois, haricots, fèves, sont également d'excellents prédécesseurs car elles enrichissent le sol en azote. Les engrais verts, comme la moutarde, la facélie ou le seigle, sont aussi parfaits car ils assainissent la terre et améliorent sa structure. Par exemple, la moutarde semée en fin d'été et ensuite enfouie dans le sol sera une excellente préparation pour votre future parcelle d'oignons d'hiver. En revanche, il est fortement déconseillé de planter des oignons après des carottes, car ils partagent des ravageurs communs. Une rotation des cultures bien gérée n'est pas une simple technique de jardinage. C'est une stratégie à long terme qui garantit la santé et la fertilité de votre terre, réduit le besoin d'utiliser des produits phytosanitaires chimiques et assure des rendements stables et élevés année après année. Planifiez vos plantations sur plusieurs années, tenez un registre précis et votre potager vous le rendra avec une récolte généreuse et surtout en parfaite santé. Nous voici enfin arrivés à la dernière étape de notre marathon de l'oignon, la récolte et le stockage. Il est tout aussi crucial de déterminer le bon moment pour récolter l'oignon d'hiver que de bien le planter. Une récolte trop précoce empêcherait les bulbes de mûrir complètement. Leur collet resterait épais et leur tunique protectrice serait trop fine. De tels oignons se conserveront mal. À l'inverse, une récolte trop tardive, surtout par temps pluvieux, peut provoquer une repousse des racines, ce qui nuirait également à leur conservation. Les principaux signaux indiquant qu'il est temps de récolter sont l'affaissement généralisé et le jaunissement du feuillage, la fane, ainsi que le dessèchement du collet du bulbe. Inutile d'attendre que toute la fane soit complètement sèche. Dès que vous constatez que 70 à 80% des plants de votre parcelle sont couchés, il est temps d'agir. Il est préférable d'effectuer la récolte par temps sec et ensoleillé. Les bulbes doivent être délicatement soulevés à l'aide d'une fourche ou d'une bêche, en faisant attention à ne pas endommager leurs talons, la base, avant de les extraire du sol. Surtout, ne tirez jamais les oignons par les feuilles. Vous risqueriez de séparer la fane du bulbe et de blesser le collet. Une fois extraits, les oignons ne doivent pas être stockés immédiatement. Un séchage minutieux est absolument indispensable. C'est une étape cruciale qui détermine la durée de conservation de votre récolte. Étalez les oignons en une seule couche dans un endroit sec et bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil, pour éviter les brûlures, et de la pluie. Cela peut être un grenier, un abri de jardin, une véranda ou simplement un auvent. Laissez-les sécher ainsi pendant 2 à 3 semaines. Pendant cette période, tous les nutriments contenus dans la fane en cours de dessèchement migreront vers le bulbe. Le collet séchera complètement et se refermera, et les tuniques extérieures deviendront denses et craquantes. Un oignon parfaitement séché est la garantie d'une conservation réussie. Une fois que vos oignons sont parfaitement secs, ils doivent émettre ce bruit de papier froissé typique quand vous les manipulez, et leur collet doit être totalement fin et desséché. Il est temps de les préparer pour l'hivernage. Commencez par couper les fanes séchées de chaque bulbe en veillant à laisser un trognon d'environ 4 à 5 cm.
Les racines du plateau de base doivent également être coupées proprement au ciseau, sans abîmer l'oignon lui-même. Vient ensuite le tri final, écarter systématiquement tous les bulbes abîmés, germés, trop mous, ou ceux dont le col est resté épais et humide. Ces derniers doivent être consommés rapidement, car ils ne se conserveront pas. Pour un stockage longue durée, ne sélectionnez que des oignons parfaitement sains, fermes au toucher et totalement arrivés à maturité. Mais alors, comment conserver ces oignons? Il existe plusieurs méthodes éprouvées. La méthode classique reste le tressage en guirlande. Pour cela, on prend soin de laisser une tige plus longue lors de la coupe. Les tresses sont non seulement esthétiques, mais aussi très pratiques, car elles assurent une excellente aération des bulbes. Suspendez-les dans un endroit sec, frais et sombre. Une autre technique courante consiste à les stocker dans des filets, ou même dans des bas et des collants en nylon, ce qui garantit également une bonne circulation de l'air. Vous pouvez aussi les conserver en vrac, dans des cagettes peu profondes, en bois ou en plastique, à condition qu'elles soient bien aérées. Il est crucial que la couche d'oignon ne dépasse pas 30 cm de hauteur. Les conditions idéales pour la conservation sont une température oscillant entre 0 et 2 degrés Celsius et un taux d'humidité de 75 à 80%. Dans ces conditions, votre récolte tiendra sans problème jusqu'au printemps. Si vous ne disposez pas de cave ou de cellier, l'oignon peut être conservé en appartement. Choisissez l'endroit le plus frais, par exemple dans un débarras, un cellier, ou dans une caisse isolée sur un balcon. L'essentiel est d'éviter toute proximité avec les sources de chaleur et d'assurer une excellente circulation de l'air. En respectant ces quelques règles, votre récolte d'oignons de garde vous réjouira tout l'hiver. Ça y est, nous avons suivi le cycle complet, du minuscule plant à l'oignon bien dodu, prêt à être stocké pour l'hiver. Récapitulons maintenant, de manière courte et claire, les commandements essentiels du jardinier qui refuse de voir ses oignons monter en graines. Premier commandement. Oubliez le calendrier. Votre meilleur conseiller, c'est le thermomètre. Ne plantez que lorsque les températures extérieures sont stables et fraîches, aux alentours de 5 degrés Celsius. Deuxième commandement. La taille compte, et dans notre cas, plus c'est petit, mieux c'est. Optez pour des bulbilles minuscules, pas plus grosses que l'ongle de votre petit doigt. Troisième commandement. Offrez à vos oignons des conditions 5 étoiles. Une butte de culture haute et ensoleillée, avec un sol léger et fertile. Quatrième commandement. Ne perturbez pas la préparation hivernale de l'oignon. Surtout, pas de taille, pas de trempage et aucun arrosage après la plantation. Et cinquième commandement. Protégez votre protégé avec une bonne couverture de paillis, mais faites-le seulement après les premières gelées significatives. Comme vous le voyez, cultiver l'oignon d'hiver n'a rien de magique. C'est juste une séquence d'actions précises basée sur la compréhension de la biologie de cette plante. Vous êtes maintenant armé de connaissances qui transformeront votre plantation d'une simple loterie en une réussite garantie. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette analyse détaillée. Si cette vidéo vous a été vraiment utile, soutenez-la par un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. De nombreux autres secrets du potager vous attendent. Et maintenant, une question pour vous. Lequel de ces 20 secrets a été une véritable révélation? Ou peut-être avez-vous votre propre méthode, testée et approuvée au fil des ans pour empêcher l'oignon de bolter? Partagez-la absolument dans les commentaires. Votre expérience est inestimable.